Salut amis YouTube! Aujourd'hui, je t'emmène découvrir les secrets d'un monument parisien plutôt célèbre, l'église Saint-Sulpice. À en croire le fameux Da Vinci Code, elle serait construite sur les ruines d'un ancien temple païen et une clé de voûte y serait dissimulée à la base même de son obélisque. Temple païen, obélisque, on parle bien d'une église! Intriguant, n'est-ce pas? Cet édifice, classé au monument historique et véritable symbole du classicisme, cache quelques particularités au moins tout aussi surprenantes que les œuvres souvent méconnues qu'il abrite. Qu'est-ce qui rend cette église si singulière? Qu'y trouve-t-on de plutôt inhabituel? Quel fruit défendu se tenait à sa portée? Je te dis tout juste après ça. Si tu venais à observer l'église Saint-Sulpice depuis son parvis, tu te rendrais compte que ces tours, en plus d'être esthétiquement différentes, ne sont pas de même taille. 5 mètres séparent le sommet de la tour gauche, la tour nord, de la tour droite, la tour sud. C'est vrai ça? Mais pourquoi? Parce que la construction de sa façade a connu bien des rebondissements. Manque d'argent, aléas historiques. Si l'église d'origine remonte au XIIe siècle environ, c'est au cours du XVIIe siècle qu'un projet de grande envergure vit le jour afin d'accueillir la population croissante et de rivaliser avec Notre-Dame de Paris. La première pierre fut posée en 1646 par la reine Anne d'Autriche, la maman de Louis XIV. Le roi Soleil, quoi. Après moult de propositions pour la façade, c'est un des plans de Jean-Nicolas Servandoni qui fut sélectionné. Il imagina 2 tours ô combien somptueuses, surélevées de magnifiques statues, le tout recouvrant une galerie de colonnes. Bien évidemment, cela n'allait pas se faire en un claquement de doigts. En 1789, à la Révolution française, l'architecte était décédé et ses élèves, Jean-François Chalgrin, avaient repris le chantier et remodelé la tour nord dans un style plus semblable aux niveaux inférieurs, sans avoir le temps d'achever la tour sud. Ce ne fut que 56 ans plus tard, en 1838, que la question se posa à nouveau quant à terminer enfin la façade. Mais selon quel plan? Servandoni fut choisi et la tour sud fut enfin achevée beaucoup plus sobrement en 1870, soit 32 ans plus tard. Pour la petite anecdote, en 1871, la magnifique tour nord fut endommagée par les obus prussiens. Paris était assiégé. Sa restauration fut mise en œuvre en 1911, soit 40 ans plus tard, et depuis, plus personne n'envisage de toucher à sa façade. Sais-tu ce qu'est un gnomon? Et connais-tu celui de Saint-Sulpice? Eh bien, c'est un instrument, ici un bâton, qui en projetant l'ombre du soleil au sol, permet d'en mesurer la hauteur et donc d'avoir une bonne indication de l'heure. Par exemple, quand elle est la plus courte, il s'agit du midi solaire. Le soleil est alors à la verticale de l'instrument, on dit aussi qu'il est au zénith. En l'église Saint-Sulpice, un système plus évolué fut installé vers 1727. Son fonctionnement est très simple. Lorsque le soleil est au zénith, les rayons traversent un petit orifice au niveau de la fenêtre du transept sud à environ 25 mètres de hauteur, puis vont se concentrer en un cercle lumineux sur une réglette de laiton dite ligne méridienne, et ce, d'une façon plus ou moins proche de l'obélisque, selon les différentes périodes de l'année. L'objectif? Déterminer avec exactitude l'équinoxe de Pâques, ainsi que les solstices d'été et d'hiver. Au solstice d'été, l'image du soleil apparaît proche du mur sud du transept. Aux équinoxes de printemps et d'automne, derrière la balustrade du chœur, et au solstice d'hiver, on la retrouve en réalité 20 mètres au-delà du mur du transept nord, d'où le prolongement de la ligne sur l'obélisque. Quoi? Mais ce n'est pas ce qu'on dit de cette ligne dans le Da Vinci Code? Ben non! Cette rose ligne est en réalité que le méridien de Saint-Sulpice. Rien à voir avec un quelconque temple païen, au même titre que les initiales SP, figurant sur les fenêtres de part et d'autre du transept, qui ne font absolument pas référence au prieuré de Sillon, mais au saint patron de l'édifice, Saint-Pierre et Saint-Sulpice.
Tu vois cette porte dérobée dans la rue Saint-Sulpice, juste en face du numéro 36? Elle n'a rien d'une porte d'apparat, n'est-ce pas? Note la très jolie façon dont ces mêmes chiffres sont apposés. Dorés sur fond bleu ciel. Pas très raccord avec les autres numéros de la rue. Figure-toi que ce genre de distinction était autrefois imposé par la police comme signe pour les maisons closes. Non! La tenancière de ce bordel-ci s'appelait Miss Betty et l'endroit était spécialisé dans la clientèle ecclésiastique. Si l'on s'en tient au roman d'Alphonse Boudard, l'accueil était ô combien diabolique et la chambre fonction de ce qui allait s'y dérouler. Au choix, une salle de torture, la chambre de Satan et bien d'autres. Pour les hommes en soutane plus délurés, une autre demeure des plaisirs se tenait au numéro 15 de la même rue. Chez Alice avait une spécificité. Des nonnes dominatrices corrigeaient leurs clients de leurs pensées coquines. Si les rapports de police relatifs aux défaillances de membres du clergé au cours de l'histoire sont nombreux, ces fresques étaient bien entendu étouffées pour éviter le scandale et la punition se résumait à des périodes de jeûne, c'est-à-dire de retraite plus ou moins longues, afin de les voir rentrer dans le droit chemin. Tout cela est révolu, bien entendu, mais il est amusant de constater tout ce que l'on peut s'imaginer une fois que l'on a connaissance de ce genre de détails. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et pour me suivre, clique juste là. À bientôt. Ciao!